Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui à ce webinaire qui se veut festif. C'est notre webinaire du temps des fêtes et c'est un plaisir d'accueillir et de participer avec Mélodie. Je vais évidemment lui laisser se présenter dans quelques minutes. Je voulais juste faire un mini mot d'intro de mon bord. Alors, c'est tout d'abord me présenter. Je m'appelle Marc, je suis cofondateur et PDG de Walao. On est une compagnie technologique basée à Montréal et notre mission est d'aider les cliniques médicales à automatiser et centraliser leur communication patients. On a la chance de travailler avec des clients et partenaires de premier plan comme Exaphysio, Action Sport Physio ou Next Generation. Le but de ce webinaire se veut interactif. Alors, on s'est inspiré d'un concept qui s'appelle AMA sur Reddit, qui tient pour Ask Me Anything. Donc, Mélodie a accepté de se prêter au jeu. Le but, c'est que vous posiez vos questions dans le chat. Je prends les questions, je les pose à Mélodie, et puis on part de là. Elle s'est prêtée au jeu parce que vous pouvez poser essentiellement n'importe quelle question que vous souhaitez, même les plus difficiles. J'espère pas trop difficiles, mais elle va essayer d'y répondre du mieux possible. Alors, sans plus tarder, on a 30 minutes devant nous sur l'heure du lunch. C'est un plaisir. On est une vingtaine, trentaine de participants aujourd'hui. Donc, je vais essayer de prendre les questions au fur et à mesure. Puis, si jamais je réponds pas ou on ne pose pas votre question directement, je le ferai au fur et à mesure. Voilà. Alors, sans plus tarder, Mélodie, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. C'est un véritable plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci Marc pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi aussi. Toujours un plaisir de parler de santé, de technologie et d'innovation. Donc, je pense que mon rôle, c'est de me présenter rapidement. Oui, Euh, si ça te dérange pas. Parfait. Avant de commencer, je voulais juste vraiment inviter les gens à poser toutes les questions qu'ils veulent. Puis, souvent, je pense qu'on est gêné de poser des questions. Je vous dis d'avance, toutes les questions sont bonnes et ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis à cet effet, vous avez juste à le faire dans soit le chat, soit le Q&A. On va recevoir une sorte de pop-up et puis on va les prendre à partir de là. Exact. Je te laisse te présenter, Mélodie. Oui, donc je suis directrice innovation chez Exaphysio. Donc, mon rôle actuel, c'est en fait d'améliorer les pratiques de soins de la clinique en développant des nouvelles technologies, améliorant la qualité des services ou en optimisant les processus à l'interne. Exaphysio, c'est une clinique interdisciplinaire, donc il y a physiothérapeute, ergothérapeute, médecin, euh, thérapeute du sport, kinésiologue, peu importe en fait, tous les professionnels de la réadaptation. On gère plusieurs problématiques. On a à peu près toutes les expertises à l'interne. Puis on se démarque par le fait qu'on prend un peu plus de temps en clinique avec nos patients. Puis par le fait qu'on est innovateur, d'où mon rôle en innovation. Sinon, pour faire une histoire courte, je suis physiothérapeute de formation. J'ai fait un bac et une maîtrise classique à l'Université Laval pour faire ensuite une maîtrise en médecine expérimentale sur les facteurs pronostiques de douleurs chroniques. Parallèlement, j'ai eu la chance de partir ma première entreprise qui s'appelle Bia Éducation, qui était une entreprise de tech ed, puis ensuite plus de health tech. Dans le fond, on visait à réduire le gap entre la littérature scientifique et la pratique clinique. J'ai quitté l'entreprise il y a maintenant un an pour me consacrer à 100% aux cliniques Exaphysio dans lesquelles je suis copropriétaire. Puis, dans mon parcours, j'ai eu la chance de toucher au marketing, à l'innovation. J'ai un intérêt fort pour tout ce qui est pratique innovante et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Puis, maintenant, je fais aussi quelques heures de consultation ici et là. Fait que ça résume rapidement ce que je fais. Bon, bah super. Pour ceux et celles qui sont intéressés de contacter Mélodie, j'enverrai. Vous avez juste à m'écrire, puis je vous mettrai en contact au besoin si vous avez besoin d'aide pour une consultation. Alors, je suis curieux de savoir déjà, c'est pas très commun d'avoir le titre de directrice de l'innovation dans un réseau de santé, dans le monde de la réadaptation. Je suis curieux de savoir un peu, concrètement, c'est quoi les projets sur lesquels tu travailles? C'est sur quoi que tu te penches dans ton quotidien?
En fait, le rôle est quand même assez nouveau. Donc, je suis de retour temps plein pour ce poste-là depuis, j'ai l'impression, je dirais mai. Donc, au début, c'était vraiment de définir un peu on en était où, puis de parler avec les acteurs du milieu pour savoir c'était quoi les priorités. Chez Exam, on a un objectif d'accessibilité, mais en offrant des services de haute qualité. Et donc, la pratique clinique actuelle rend cela difficile parce que, comme vous savez, si on a des gens qui pratiquent en clinique, les frais en physiothérapie deviennent de plus en plus élevés. Puis, c'est important de payer bien nos collègues, puis les professionnels de la santé. Pour ce faire, on travaille sur des projets innovants pour soit réduire le temps de pratique. Donc, par exemple, peut-être d'avoir des entrevues subjectives préalablement qu'on pourrait rendre accessibles aux autres cliniques aussi. En fait, Exa a un modèle très collaboratif avec les autres cliniques. Puis, fait que ça, c'est un des mandats sur lesquels on travaille, d'ajouter le scribe en clinique. Fait que ça a été déjà fait via un Plumia, potentiellement des projets à l'interne qu'on pourrait optimiser. Puis après, d'optimiser peut-être un niveau éducatif. Donc, souvent, le patient en pré- et post-traitement aurait besoin d'avoir accès à l'éducation pour améliorer sa prise en charge, soit au niveau des facteurs qui pourraient influencer l'évolution de ses symptômes. Fait que je parle de stress, gestion de l'insomnie, parfois mauvaises habitudes de vie. Puis des fois aussi, juste la réassurance, puis un petit peu d'éducation peut réduire les risques de chronicité. Fait que c'est un mandat sur lequel on travaille. Et c'est super intéressant. Peut-être je vais juste rentrer un peu plus dans le détail. Vous Oui. avez 4 cliniques aujourd'hui, Ouais. c'est exact. Euh, Est-ce que, parce que là tu mentionnais vous avez un intérêt de bien payer vos professionnels de la santé. J'imagine aussi avec les loyers, je vais un peu plus comme peut-être opérationnel. Ouais. Les loyers, ça coûte cher, ça doit gruger une bonne partie quand même de vos revenus. Concrètement, donc, vous voyez un peu, donc, toi, dans ton mandat, c'est de voir comment optimiser, maximiser, en fait, l'utilisation des ressources disponibles, c'est ça? Oui, dans le fond, en fait, on parle beaucoup des loyers, mais pour être honnête, dans la pratique, c'est vraiment, tu sais, dans le fond, les ressources humaines qui coûtent le plus cher, OK, là, dans la gestion d'une clinique. Si jamais quelqu'un veut se partir en affaires, puis veut en parler, je pourrais partager un petit peu à quoi ressemble le partage des dépenses. Mais c'est sûr que les loyers jouent pour beaucoup. Mais nous, dans le fond, au-delà de la profitabilité, ben, sincèrement, c'est sûr que la profitabilité et les revenus sont importants, mais au-delà de ça, c'est la notion d'accessibilité. Fait OK, qu'on est dans quand même d'un métier où que les physiothérapeutes, il y en a de moins en moins, puis de plus en plus de gens qui réalisent la portée d'une consultation en physiothérapie. Puis on peut avoir beaucoup d'impact avec la première consultation. Donc, ouais. voir comment on peut maximiser l'impact d'abord des ressources. Puis après ça, c'est sûr que dans mon rôle, on veut que tout soit le plus efficace. Fait que, mettons, au niveau du front desk, entre autres, qu'on collabore avec vous, mais aussi au niveau de la pratique clinique. Fait que, OK. Puis justement, par rapport à l'accessibilité, vous mettez beaucoup de l'avant sur votre site web puis dans votre marketing, les 15 minutes de consultation, c'est virtuel un peu que vous faites au préalable. Peux-tu m'en dire un peu plus? Parce que à première vue de l'extérieur, je me dis, wow, mais ça doit rajouter un autre, tu sais, ça fait en sorte que vos équipes sont encore plus occupées parce que c'est un 15 minutes au final qui garantit pas vraiment si le patient va embarquer avec vous. Comment tu le vois, comment tu le justifies, toi, à l'interne? ouais, ben en fait, ce que les gens réalisent pas, c'est que, ben en fait, en termes, selon moi, en tant que professionnel de la santé, de la réadaptation, on a un rôle d'éducation au niveau de la population. Puis, si la population ne comprend pas la physiothérapie ou ne sait pas quel professionnel consulter, ça va avoir un impact sur l'évaluation de la qualité de la prise en charge. Exemple, le patient finirait peut-être en massothérapie, mais aurait besoin d'une prise en charge en physiothérapie, mais l'expérience client va être différente. Fait que nous, chez Exa, ce qu'on s'est dit, c'est que l'expérience client doit être super bonne. Fait qu'on veut vraiment que l'ensemble de nos clients restent et restent longtemps. Puis pour ça, de faire une consultation gratuite, mais ça a un grand effet à ce niveau-là. Fait que le 15 minutes, souvent, vont être placés de toute façon dans des moments où que le thérapeute était disponible. Et donc, nous, on a une garantie salaire aussi. Donc, de toute façon, le thérapeute travaillait et était disponible pour prendre en charge. Ça n'augmente pas les coûts globaux, vraiment, mais ça fait que des patients qui n'auraient peut-être pas converti, fait quelqu'un qui appelle mais qui n'est pas certain, va nécessairement peut-être convertir vers une prise en Mm. charge en clinique parce qu'il a été rassuré préalablement. Puis, comme dans certaines cliniques, en tout cas la plupart, on a des listes d'attente.
ça permet peut-être au client de dire, ah ben je vais aller chez eux, j'ai déjà eu une bonne expérience. Alors que si la seule chose que tu sais, c'est que la clinique a 3 semaines de liste d'attente, ben, il n'y a pas de valeur ajoutée d'attendre versus avoir un rendez-vous plus rapide si tu n'as pas testé l'expérience. Ouais, vraiment intéressant parce que ça touche sur l'expérience client, l'éducation, puis aussi ça donne ce premier look and feel entre le patient puis vos physios au final. Comment tu l'optimises comme concrètement dans la day-to-day quand il y a des personnes qui vous appellent, ils veulent faire ce 15 minutes, comment tu t'assures que ce 15 minutes se place dans les bons moments du physio vu qu'il y a des listes d'attente? Ben, en ce moment, c'est géré par le front desk. Nous, on a une prise en charge aux 45 minutes pour les suivis. Donc, OK, il se peut qu'il y ait un 15 minutes disponible, puis on offre un temps pour les dossiers. Fait OK, qu'il y a toujours une petite marge de manœuvre à faire. Quand on a, comme mettons, je pense à une clinique, on s'approche de 3 semaines de liste d'attente, on va mettre en place une consultation téléphonique en ligne qui va être prise en charge par une physiothérapeute en mode 100% en OK, ligne. C'est quelque chose OK, qu'on développe. Puis c'est dans l'objectif de développer une prise en charge qui est plus hybride, plus en ligne, pour peut-être une clientèle plus occupée, qui OK. se déplace en clinique. Super intéressant. Là, on reçoit plein de questions. Je Ah, vais y aller un peu sur le fly. On a Pierre-Luc, tout d'abord, qui nous pose la question. Bonjour Mélodie, quel pourcentage de ta clientèle est de sources CNESST et SAAQ? on a un modèle majoritairement privé. Donc, OK. on a très peu de CNSST. On a un TFIS par clinique maintenant qui prend en charge à temps partiel, qui prend en charge la CNSST. Euh, j'ai le goût de dire moins de 10%, peut-être un 5. C'est un enjeu qu'on trouve dommage parce qu'on aimerait ça peut-être rendre encore les services plus accessibles. Mais à côté, notre modèle de prise en charge, notre modèle de clinique ne le permet pas. Fait qu'on prend moins de CNSST, mais on s'assure que la prise en charge va vraiment optimale. Puis qu'il reste moins longtemps. OK. OK, super. J'ai d'autres questions qui s'en viennent. Comment vos patients réagissent face à l'IA? C'est une question tu sais, qu'on reçoit souvent, puis j'imagine qu'elle peut se trouver à plusieurs niveaux, dépendamment de à quel moment du parcours client ou du parcours patient, mais de manière générale, comment tu le vois? Parce que évidemment, toi, tu es dans l'avant-garde, tu es en train d'adopter, tu es en train de bâtir un peu le futur du milieu, mais de l'autre bord, comment tu le vois du point de vue patient? C'est vraiment intéressant. Puis je pense que c'est une peur. Je ne sais pas si la personne qui me pose la question, c'est un professionnel de la santé, mais j'ai l'impression, c'est une opinion personnelle pour avoir donné des conférences en intelligence artificielle à des professionnels de la santé, j'ai l'impression que des fois, on a des clients qui sont plus ouverts à l'intelligence artificielle puis l'utilisent plus que nous, comme professionnels de la santé, qui est occupés vraiment à avoir des patients, puis avoir une routine, puis tout ça, qu'on n'a peut-être pas eu le temps de faire cette intégration de cette utilisation de l'outil. Mais je dirais dans la dernière année, avec l'arrivée de ChatGPT, puis le fait que ChatGPT est de plus en plus performant pour répondre aux besoins de la population qui sont très variés, puis que les réponses sont de plus en plus adéquates. Je ne dis pas que c'est parfait. La clientèle est quand même ouverte. Fait que dans le fond, j'ai eu une expérience d'une cliente qui avait utilisé Walla, puis j'ai demandé comment ça avait été, justement. Puis elle m'avait dit qu'elle prend le temps de parler un petit peu plus lentement oui, mais ça avait quand même répondu à ses besoins. Fait que ce discours-là du patient est quand même il y a quand même un discours d'ouverture. Euh, il y a de plus en plus de patients qui l'utilisent avant de consulter. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est d'être au fait de ça. Puis après, j'avais fait un petit focus group avec quelques clients. Puis en fait, je dirais que c'est vraiment, il y a certains clients qui vont dire, je ne veux pas faire affaire. Fait que c'est vraiment comme une aversion à l'intelligence artificielle. Puis ça, c'est correct. Je pense que de rendre ça de rendre ça correct et comprendre, parce que dans le fond, il y a des enjeux associés à l'intelligence artificielle, notamment environnementaux, puis de permettre toujours un chemin aux clients qui, qui inclut seulement des personnes humaines, mais les clients qui ne veulent pas utiliser l'intelligence artificielle ont cette réponse-là. Puis les gens qui ont besoin d'intelligence artificielle pour des enjeux d'accessibilité ou de rapidité de service vont être prêts à l'utiliser puis le tester. Ouais, c'est vraiment intéressant. Peut-être je veux, tout à l'heure, tu mentionnais les scribes. Je veux juste aller là-dessus parce que c'est Ouais. évidemment quelque chose qu'on entend de plus en plus. C'est en train d'être adopté, pas encore majoritairement. Je dirais que c'est en cours d'adoption. Vous, concrètement, sur le terrain, comment vous l'utilisez, le scribe? En quoi ça vous a aidé? Et puis, comme deuxième question, je suis curieux de t'entendre sur tout ce qui est comme évaluation subjective, parce que je sais que c'est quelque chose sur lequel tu mets beaucoup d'attention et de focus.
peut-être en deux parties, là, les scribes, puis après le deuxième, l'évaluation Ouais. subjective avant les rencontres. C'est une opinion vraiment personnelle. J'ai l'impression que le scribe va répondre à un besoin des thérapeutes sur la rapidité de la rédaction de dossier. Je pense qu'il y en a qui vont vouloir l'utiliser, puis d'autres non. Fait que nous, dans le fond, on a offert un abonnement gratuit à Plumia. Puis certains thérapeutes ont décidé de continuer à l'utiliser, puis certains ont décidé de ne pas l'utiliser. Fait que dans le fond, Mm. pour le moment, c'est un choix. Comme je disais, moi, c'est toujours important de donner le choix d'utiliser cette technologie-là ou pas pour le moment. Euh, j'ai l'impression que c'est comme une réponse rapide à un problème qui est plus grand, je trouve. Mm. Donc, pour moi, le scribe, c'était utile, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient être faites en amont et post-traitement qui auraient peut-être un effet plus pertinent sur la prise en charge. Fait que l'entrevue subjective qui pourrait être préfait par un IA, entre autres. Parce qu'il est intéressant d'avoir des dashboards de nos patients. Tu sais, des fois, je trouve que les jeunes physiothérapeutes ou même les physios plus expérimentés ne savent pas comment évolue leur clientèle. Donc, de savoir, OK, bon, ben, sur toute la clientèle que j'ai vue, j'ai 50% qui évoluent positivement, qui sont dans le vert. J'en ai 10 qu'il faudrait que je rappelle, faire des suivis, puis j'en ai peut-être un autre pourcentage. Fait que le suivi pré-post-traitement, selon moi, va avoir beaucoup plus d'impact Mm. sur la qualité de prise en charge, la capacité à avoir des patients versus juste ça qui est, oui, ça réduit la charge mentale, mais je pense que c'est un outil parmi des milliers, mais je trouve qu'il y a un hyper-focus, par exemple, sur l'utilisation du scribe, alors que d'autres outils en IA qui sont utilisés dans d'autres industries qu'on n'utilise pas encore en santé. OK. Puis est-ce que tu le vois aussi d'un moyen, parce que j'imagine quand on fait, par exemple, une évaluation de 45 minutes, quand, je dis quand on, même si je suis pas physio, mais quand vous faites une évaluation, disons, de 45 minutes ou 1 heure, il y a une partie là-dedans, justement, c'est de l'évaluation subjective. Donc, d'une certaine manière, votre patient est en train de payer pour une évaluation en temps réel avec son professionnel. Est-ce que toi, tu le vois aussi d'un moyen de rendre plus accessible la consultation de physio si au préalable, par exemple, votre patient a comme passé 5 minutes avec une IA pour donner un peu son background médical, de donner un peu toutes ses indications. Puis toi, quand tu le rencontres, ton patient, ben, tu sais un peu déjà c'est quoi le carcan dans lequel il évolue, puis tu es capable rapidement de passer au travers. Est-ce que tu le vois comme ça? Moi, je le vois beaucoup. Surtout, je pratique, j'ai pratiqué encore, je pratique, ben là, j'ai arrêté de pratiquer parce que je suis en arrêt préventif suite à une grossesse, mais Félicitations. merci. Ce que j'ai observé, c'est vraiment le fait que l'entrevue subjective, si elle est bien faite, a beaucoup de valeur sur la suite des choses. Des Mm. fois, on surestime l'effet de l'entrevue, je trouve, objective. Puis, si l'entrevue subjective serait bien faite à l'évaluation, d'un, le patient se sent plus écouté, va revenir plus souvent en clinique probablement, puis va créer un lien thérapeutique qui est plus important avec son thérapeute, qui va, selon les données probantes, aider la prise en charge. Mais cette entrevue-là, vu qu'elle est faite, souvent on est avec notre ordinateur, on pose les questions, il faut écrire, il faut être efficient, il faut poser les bonnes questions. Des fois, on oublie des questions, fait qu'on il y a des red flags ou des yellow flags qu'on perd parce qu'on est stressé par le temps. De faire l'entrevue subjective, je trouve que ça a deux impacts. La première impact, c'est le fait qu'en amont, puis c'est pour ça que c'est un projet qui est important pour nous chez Exact, on aimerait livrer en début 2026, c'est en amont, il y a une question d'empowerment. Donc, le patient qui a une motivation, le fait qu'il s'assoie puis qu'il prenne le temps de répondre à des questions puis créer son histoire, qui va lui appartenir, ben après ça, il reprend le contrôle un peu de sa prise en charge. Puis de l'autre côté, pour le thérapeute, il voit les questions, il peut juste reposer des questions, puis il a l'opportunité peut-être d'approfondir des sujets qu'il n'aurait pas eu le temps de faire à l'évaluation. Nous, on voit aussi que c'est le fait que le patient n'aura pas nécessairement à toujours se promener puis re-raconter son histoire, qui est une Mm. charge dans le milieu de la santé importante, qui est encore plus une charge sur le patient. Donc, on essaie de trouver des innovations qui ont double impact, un sur le thérapeute, mais aussi sur le patient. C'est vraiment intéressant ce bout-là. Je vais peut-être poser parce que là, il y a d'autres questions qui arrivent, puis je veux pas les manquer. On a une question d'un auditeur ou une auditrice anonyme. Quels sont les outils technologiques qui sont incontournables pour une clinique aujourd'hui et lesquels comptez-vous adopter? Je trouve personnellement qu'il n'y a pas beaucoup d'outils disponibles pour le moment pour la pratique. Donc, on est déjà limité. Il y a des belles entreprises québécoises, là, je parle de Plume, mais il y a Edna, il y en a d'autres, des Scribe disponibles. Je pense que ça, c'est à essayer. Je ne dis pas que c'est à adopter.
Je pense qu'au niveau gestion, voilà, se démarque beaucoup. Moi, je trouve que ça a vraiment un gros impact. Sinon, pour être honnête, moi, je l'ai mis aussi beaucoup dans la pratique, j'en ai pas parlé, mais l'utilisation saine et confidentielle de ChatGPT peut être vraiment performante. Mm. Donc, avec mes équipes rapprochées, on va quand même, j'ai éduqué mon équipe aux enjeux de l'intelligence artificielle, mais aussi à l'utilisation de l'intelligence artificielle et notamment comment créer un bon prompt, donc une bonne question pour avoir un bon résultat. Puis pour les gens qui travaillent sur des projets spéciaux avec moi, ils doivent avoir cet aspect-là d'utilisation du ChatGPT, mais d'un IA, puis de bien l'utiliser pour être capable de créer des livrables rapidement. Donc, je pense que la première chose, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle, puis après ça, de voir quel outil qui n'a pas été répondu par l'intelligence artificielle, puis de les utiliser. Mais je pense vraiment que 2026 va être une belle année, là. Je sais que Ouais. BIA Éducation sort des nouveaux IA, je sais que vous travaillez sur des projets spéciaux, puis je pense que certaines cliniques, exemple nous, vont peut-être créer des outils, je dis nous, mais je- peut-être d'autres cliniques aussi ont ça dans leur projet. Puis idéalement, on espère créer une intelligence collective, que ça soit partagé au travers les cliniques. Et vraiment intéressant. Une autre question qui vient d'atterrir. Est-ce que vous faites des formations à l'interne pour former votre personnel à utiliser l'IA? Puis voyez-vous une valeur à prendre cette approche? Oui, on a commencé à sensibiliser les équipes sur l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est important. Dans le fond, on est à une étape charnière au milieu de la santé. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits en intelligence artificielle en santé. Donc, si on n'embarque pas dans le bateau, à un moment donné, on va être trop en retard pour suivre nos patients. Donc, Mm. c'est important. Puis pour nous, vu qu'on se positionnait comme clinique innovante, c'est important de nous expliquer à nos employés c'était quoi les enjeux de l'IA. Fait que moi, je parle des enjeux politiques, des enjeux environnementaux, des enjeux technologiques, de confidentialité de données. Puis après, je leur explique notre positionnement, puis pourquoi on le met en place, puis comment on va le mettre en place pour l'IA va arriver de toute façon, donc comment on peut le mettre en place puis avoir, être des acteurs de changement. Donc, je pense que c'est quand même important de sensibiliser. Puis je pense que de continuer à pratiquer en disant que ça n'existe pas, c'est quand même insensé, alors Mm. que ça fait partie du quotidien de tout le monde maintenant. Ouais, tout le monde utilise maintenant quotidiennement Exact. ChatGPT pour toutes les questions qu'il pourrait avoir au quotidien. Je suis curieux de savoir parce que tu es comme tu es en train de mentionner plusieurs outils qui sont un peu tu sais, le Scribe en périphérie et tout ça, mais quand on voit les systèmes de gestion sous-jacents Ouais. au niveau canadien notamment, ils sont souvent fermés. Ils n'ont pas de ce qu'on dit dans le jargon technique, ils n'ont pas de Open API. Est-ce que c'est une lacune dans le marché de justement faire en sorte que les softwares ou les logiciels de gestion ne permettent pas cette connectivité avec d'autres outils sur lesquels vous pourrez créer à l'interne ou vous pourrez adopter au fur et à mesure? C'est définitivement une faiblesse et je pense que les propriétaires de cliniques se positionnent en ce moment par rapport à leur choix de dossier médical électronique, potentiellement en fonction d'un dossier médical électronique qui est plus ouvert à utiliser l'intelligence artificielle ou qui va être prêt pour. Je pense que les propriétaires peut-être plus innovants y pensent. Il y a certains propriétaires de cliniques qui sont encore en train de rédiger papier. Donc, c'est sûr que on voit le gap de la dette technologique qu'on appelle se développer au sein des cliniques. C'est sûr que c'est important d'avoir des API. Après ça, je pense que ça va être au dossier médical électronique de faire des bons tris puis de garder une technologie performante malgré l'ouverture. Fait que je pense que ça va Super. être des bons enjeux, mais il y a plein d'entreprises aux États-Unis qui ont des API ouverts qui fonctionnent super bien. D'autres questions qui viennent d'atterrir. Première question de Mathieu. Quelles sont les pistes de réflexion ou de solutions à considérer afin de s'assurer que l'implantation de l'IA dans une pratique moderne de la physio ne va pas déshumaniser notre service professionnel dans un futur proche? OK. Donc, juste pour bien répondre, il y a beaucoup d'enjeux à adresser. Là, on parle de déshumanisation et donc je vais l'adresser ce sujet-là. Mais il y a d'autres sujets au niveau réglementaire, confidentialité de la donnée, acceptation du patient à l'utilisation de l'IA qu'il faut prendre en considération. Je pense que notre ordre professionnel a des rôles à faire et les autres ordres pour nous outiller un petit peu plus. Au niveau de l'humanisation, je pense que ça s'approche de la crainte. Tu sais, on entend souvent, mettons, au front desk, je l'ai entendu qu'on a voulu intégrer, voilà, est-ce que je vais perdre ma job? Et là, c'est est-ce que ça va déshumaniser?
et déshumaniser la prise en charge. Je pense qu'on sous-estime le désir du patient dans certains cas d'utiliser la technologie et donc il faut suivre cette demande-là. Après ça, quand j'avais été proche de l'entreprise Kerway à un certain moment, puis ben, dans le fond, j'avais suivi là, leur succès, dans le fond, qui ont été vendus à mer. Puis eux, ils disaient beaucoup que l'utilisation de l'IA au niveau du scribe rendait au contraire la prise en charge plus humaine parce que le thérapeute avait plus de temps avec le patient versus de rédiger. Puis en réduisant la charge mentale du thérapeute, on devient notamment plus humain. C'est ça qu'on entend beaucoup au niveau des médecins aussi. Je pense qu'au contraire, si on voit l'IA comme un outil à être utilisé à certains moments, puis adaptable. Donc, exemple, si on a une conversation sensible avec un patient, peut-être que c'est pas le moment d'utiliser un scribe, puis peut-être que là, on doit être humain. Mais si on est capable de réserver cette banque énergétique-là pour les patients qui ont besoin d'un contact et qu'on peut utiliser l'IA à d'autres moments, exemple, un patient qui a une entorse de cheville, il veut même pas consulter, mais il veut juste savoir c'est quoi la bonne prise en charge ou une commotion cérébrale, ben parfois, dans certaines conditions, l'IA va être plus efficace et d'autres non. Fait que je pense que c'est qu'on faut pas voir ça comme une dichotomie utilisation ou Mhm. non-utilisation. L'utilisation de l'IA, c'est vraiment un spectre d'utilisation. Ouais. Tu sais, c'est super intéressant ce que tu dis. Puis de mon expérience personnelle, là, souvent, c'est une question qui arrive. Ah, est-ce que tu sais, les réceptionnistes vont perdre les jobs? Mais la réalité, c'est que moi, les personnes avec qui je parle quasiment quotidiennement, c'est des réceptionnistes puis des agents en service à la clientèle des cliniques. Parce que aujourd'hui, la réalité, c'est que le staff n'arrive pas à tenir la demande des appels et d'autres communications entrantes pour notre cas. Donc, c'est pas humain versus IA, c'est plus boîte vocale ou appel jamais répondu versus IA. Et quand on le repositionne comme ça, ben, on réalise de la même manière que tu étais en train de donner ton exemple de si le thérapeute est en train de prendre des notes rapidement parce qu'il veut rien rater de sa prise en charge, ben, au final, lui enlever cette charge-là, mais lui permettre de regarder dans les yeux son patient, au final, je trouve que ça vient rajouter une autre perspective. Un autre bel exemple, là, c'est au public plus, mais même au privé, quand on parle, exemple, de liste d'attente qu'on commence à avoir dans certaines cliniques, si le patient est pris en charge 3 semaines plus tard, c'est une évolution qui n'est pas parfaite, puis c'est une prise en charge qui n'est pas adéquate. Donc, la question, c'est pas est-ce qu'on va remplacer le physiothérapeute ou le professionnel de la réadaptation ou de la santé, c'est quand il n'est pas disponible, est-ce qu'on peut créer des outils éducatifs, non diagnostiques, je pense vraiment pas qu'on est rendu là, mais créer des outils pour faciliter la prise en charge. En ce moment, les patients en douleur persistante au public ont des listes d'attente de 2 à 3 ans. Alors qu'on sait que ça a un impact sur la plasticité du cerveau, le temps de prise en charge. Donc, toute la clientèle qui n'a pas accès financièrement à voir un physiothérapeute au privé en ce moment développe la chronicité puis surcharge le système de santé. Fait que je pense que les gens ne réalisent pas l'impact de l'inaction en voulant être conservateur. Et je pense que des fois, de ne pas prendre en charge un patient qui est peut-être un red flag puis devrait peut-être être pris en charge plus rapidement, c'est une problématique aussi qu'on doit prendre en considération. C'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a d'autres questions qui arrêtent pas de tomber. Attends, ça, on l'a pris. Il y a Pierre-Luc qui pose une question. Est-ce que votre outil de gestion de patients est compatible avec l'ajout d'IA? Là, on parle de justice. Là, j'imagine qu'on parle de DME, dossier médical électronique. J'imagine aussi, ouais. Nous, on utilise Medexa. Je sais qu'il y a des projets en cours pour l'année 2026 pour rendre le plus d'outils IA compatibles. Après ça, je pense qu'il y a des beaux stand-alone qu'on appelle, fait que dans le fond, que l'outil n'est pas intégré nécessairement à Medexa, mais qui peut être utilisable. Euh, Fait que façon de fonctionner en ayant notre dossier médical électronique puis d'utiliser ça en parallèle. Je pense vraiment que 2026 va être un autre ère, là. Puis ça va être beaucoup plus intégré parce que c'est un point de friction pour l'intégration de l'intelligence artificielle. Euh, question anonyme. Bonjour. Ah, est-ce que vous allez recevoir l'enregistrement? Oui, c'est enregistré. On l'enverra à tous les participants euh, à la fin du webinaire. Une autre question. Quel est le retour sur investissement des outils technologiques que vous avez? Et peut-être, je me permets de rajouter une sous-question, c'est est-ce qu'il y a toujours forcément un ROI que vous recherchez? Bon, le retour sur investissement est difficile à calculer en ce moment parce que ça fait, comme je disais, on vient de commencer l'intégration.
Euh, je peux parler peut-être, tu sais, en fait, pour le scribe, nous, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on paye de toute façon des heures administratives de rédaction de dossier. Donc, la personne qui décide Mm. d'utiliser le scribe, dans le fond, il y a juste un temps d'administration qu'on enlève de l'utilisation. Et donc, j'ai pas de gain monétaire à ce niveau-là. Toutefois, j'ai pas de perte, puis j'ai une augmentation de la satisfaction. Mm. Donc, chez EXA, une des valeurs qui est importante, c'est la rétention. On garde beaucoup nos thérapeutes longtemps, mais pour ça, il faut créer un environnement favorable. Puis ça fait partie de ça. Donc, je pense qu'on a un beau ROI au niveau du recrutement. Et finalement, je pense que les nouveaux projets qu'on va lancer en 2026, que je ne peux pas tout annoncer, là, on va commencer à avoir des ROI assez solides qui vont compenser le fait que nous, on est aux 45 minutes. Donc, nous, on a toujours des enjeux d'optimisation de revenus. Puis, la stratégie d'utiliser l'intelligence artificielle, pour nous, c'est vraiment une voie de créer des multiples vraiment intéressants, des revenus vraiment intéressants que d'autres cliniques ne développeraient pas. Donc, je pense que oui, il y a un retour, mais un investissement puis une éducation du professionnel de la santé préalable. Puis ça, c'est du temps sur nous. Puis je pense que ça fait qu'après ça, on est plus efficace. Super intéressant. Peut-être je vais juste toucher le point. Tu as parlé de rétention. C'est un point que j'entends souvent, pas juste la rétention, mais le recrutement. Recrutement des professionnels, puis la rétention. Comment tu t'assures de trouver le meilleur talent et ensuite de faire en sorte qu'il reste? Parce que ce que j'entends sur le marché, c'est assez compétitif, puis des physios, des professionnels de la santé, souvent vont se faire approcher pour rejoindre d'autres groupes. Comment tu le vois, cet aspect-là? Ben, premièrement, on a vraiment une culture collaboratrice. Fait que pour moi, c'est pas quel talent va aller chez Exage. Pour moi, c'est je veux qu'il y ait des talents professionnels de la santé qui restent en physiothérapie et qui sont heureux. Fait que c'est vraiment ça qu'on vise. Ça va bien au niveau du recrutement. Puis ce qu'on observe, c'est que quand tu crées une belle culture d'entreprise, puis les gens la vivent, ils vont en parler à leurs collègues. Hmm. Donc, nous, souvent, peut-être au niveau du recrutement, oui, on recrute des finissants, mais on va beaucoup recruter des amis d'amis 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 Hmm. qui ont entendu parler de l'expérience à l'interne d'Exa. Fait que je pense que ça part beaucoup de la culture d'entreprise, de l'éducation que tu rends disponible, des humains qui travaillent, donc d'être des sains gestionnaires, d'être des milieux optimales. Puis le bonheur des thérapeutes, ça vaut pas beaucoup. Puis si quelqu'un est heureux, ben, il va vouloir que Hmm. son ami travaille avec lui. Vraiment intéressant. Il y a d'autres questions qui ont apparu. Est-ce que vous utilisez un outil IA pour faire ou optimiser vos horaires? Pour le moment, non. Ça fait partie des projets du pipeline. Malheureusement, il y a tellement de manques au niveau de la technologie en santé puis des dossiers médicaux électroniques qu'on vise à travailler avec des collaborateurs pour ce mandat-là. Donc, c'est sûr que là, si on parle d'horaire de front desk, pour donner un exemple, ChatGPT fait quand même bien le travail. Il y a des outils en ressources humaines disponibles. Je pense que des fois, c'est trop dispendieux aussi. Hmm. Tu sais, il y a quand même des marges de profit plus serrées dans des entreprises de services comme en physiothérapie. Donc, on n'a pas adressé ça. Mais ça pourrait être à faire, mais je pense que ça va être le prochain dossier médical électronique ou les dossiers médicaux électroniques existants qui vont le faire. Super intéressant. On a déjà dépassé le temps, mais j'ai une dernière question pour toi, puis cher auditeur, si vous avez d'autres questions, c'est votre dernière chance. Euh, Si tu devais imaginer la clinique de physio multidisciplinaire du futur, selon toi, elle ressemblerait à quoi? J'ai l'impression, ben, en fait, augmenter l'interdisciplinarité puis l'efficacité, donc le fait de pas que le patient ne raconte pas son histoire plusieurs fois, je pense que ça a beaucoup d'impact. Je pense qu'il va y avoir plus de partenariats qu'on pense privé-public. J'espère qu'il va y avoir des modèles innovants en santé privée qui vont donner l'exemple au public. Mais au-delà de ça, mettons, en clinique, moi, ce que je projette beaucoup, c'est qu'il va y avoir quasiment 4 chemins de prise en charge. Donc, le patient qui n'a peut-être pas les moyens d'aller en clinique, je pense qu'il y a des beaux outils éducatifs qui peuvent être créés par des humains en partenariat avec l'intelligence artificielle qui pourraient répondre à des questions puis prévenir le développement de chronicité. Je pense qu'il va y avoir des patients qui vont toujours consulter des personnes. Ça va rester. C'est pour ça qu'Exa va continuer à avoir des cliniques de physiothérapie et grandir. Il va y avoir des gens qui vont vouloir des modèles hybrides. On en parle beaucoup chez Exa. C'est pas vrai que tous les patients veulent toujours être en personne. Est-ce qu'il y a une potentielle méthode de prise en charge en ligne, en personne, la prescription d'exercice, faire évoluer ça pour réduire le temps avec le thérapeute puis optimiser la prise en charge autonome?
Puis il y a des patients qui ne voudront plus consulter en physiothérapie. Ils vont vouloir des consultants. Ils vont vouloir des gens qui vont les coacher, puis ils vont vouloir être en forme, puis faire des exercices, puis travailler avec des kinésiologues et des physiothérapeutes, puis des équipes interdisciplinaires. Puis ça, c'est un modèle qu'on sous-estime aussi. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Il y a une dernière question qui nous vient de Pierre-Luc. Est-ce que votre croissance d'entreprise est venue d'une croissance organique ou par acquisition? On a grandi par acquisition, donc Physio, ça existe depuis 6 ans. On a commencé avec une clinique à la Prairie sans nécessairement désir de croissance, pour être honnête. On voulait optimiser un modèle, montrer que le 45 minutes, l'interdisciplinarité avec des médecins, une interdisciplinarité plus linéaire, sans hiérarchie, pouvait fonctionner, puis que les thérapeutes pouvaient rester longtemps dans une clinique, plus de 10 ans, parce qu'on sait qu'on parle nos physiothérapeutes après 10 ans. Et on a prouvé ce modèle-là. Puis après ça, on a été approché par 2 cliniques. Donc, on a fait une acquisition à Valleyfield, puis on a fait une acquisition aussi à Montréal. Puis finalement, on a eu notre premier bébé, vrai bébé, à Sainte-Julie, qu'on adore. Fait que là, on a créé un modèle, je dirais, parfait selon nous, de prise en charge, d'expérience client, puis d'environnement de travail qui est à Sainte-Julie. Puis là, on va le recréer. Donc, on est toujours ouvert, nous, à des acquisitions s'il y a un fit de valeur. Fait qu'il y a, il y a quand même pas mal de propriétaires de petites cliniques qui ne se retrouvent pas dans le modèle de chaîne et qui ne se retrouvent pas dans le modèle travailleur autonome qui nous approchent pour ce modèle in-between. Bon, ben super. Mélodie, c'était un vrai plaisir de participer avec toi. Merci pour tes insights. Je suis sûr que tout le monde a vraiment apprécié. Pour tout le monde, ça sera enregistré. Et puis, si jamais vous voulez contacter directement Mélodie, évidemment, avec son accord, pourrai vous mettre en contact avec grand, grand plaisir. Mélodie, un plaisir. Je te souhaite une excellente fin de journée, puis un joyeux temps des fêtes. Merci Marc, merci à tous pour votre temps et vos excellentes questions et je demeure disponible sur LinkedIn, Instagram, par courriel. Donc, la meilleure façon pour vous, c'est la meilleure façon pour moi. Super, Mélodie. À très bientôt. À bientôt. Salut.